Bienvenue my friends sur Intensément Podcast, le média qui explore l'univers des hauts potentiels intellectuels, HPI, surdoués, ES et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit critique cependant. Un épisode véritablement spécial, en tout cas pour moi, puisque c'est la première fois que je vais interviewer une personne de manière anonyme. Ce témoignage constitue le deuxième volet de la série sur le trouble du spectre autistique et au potentiel intellectuel, et je vais recevoir dans cet épisode une personne qui a découvert son trouble sur le tard associé à un très haut QI, très haut potentiel intellectuel, et qui de surcroît a un sacré job de premier plan dans le domaine de la recherche. C'est un personnage vraiment étonnant que nous allons rencontrer. C'est une mine d'informations quant aux études sur le TSA et le HPI, et nous allons peut-être en savoir plus sur ces personnes, en particulier ces femmes, qui tout en étant pleinement intégrées et ayant réussi professionnellement, vivent tous les jours avec ce fameux handicap invisible. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute et bonne visionnade. Bienvenue sur Intensément Podcast. Merci. Ça va être un témoignage assez spécial puisque c'est le premier témoignage anonyme que le podcast fait et je trouve ça cool à la fois, ça rajoute de la tension, du mystère on va dire, ça rajoute du mystère. Alors, est-ce que tu pourrais tout de même, malgré ton anonymat, te présenter et présenter ton parcours ? Alors, comme beaucoup de personnes, ou certaines en tout cas, personnes qui ont été détectées HQI, alors je vais maintenir le terme HQI parce que j'y tiens. Très bien. Donc ça veut dire haut quotient intellectuel. Exactement. Et il me semble que c'est très haut quotient intellectuel pour ton cas, c'est ça ? Dans mon cas, oui. D'accord. J'ai un parcours un peu atypique, une histoire de vie atypique aussi. Mais dans tous les cas, je suis arrivée à un stade aujourd'hui où j'ai atteint l'équilibre en fait. C'est pas une mince affaire, mais dans tous les cas, le parcours a été très sinueux, mais avec une résilience qui a augmenté en termes de capacité. Et ça, c'est une de mes hypothèses d'ailleurs, concernant le HQI, sur la résilience. C'est un très bon axe de travail. Mais globalement, j'ai été profession médicale parce que c'était une vocation pendant quasiment 10 ans. J'ai fait aussi du travail de consulting et ensuite j'ai décidé d'évoluer et de reprendre des études. Et donc au total, j'ai validé 3 masters et bientôt, donc en septembre, je serai docteur. D'accord, ok. Impressionnant. Voilà, dans la recherche, je tairai le domaine parce que ça pourrait m'identifier. Mais dans tous les cas, c'est un domaine qui est très prometteur et innovant. C'est un parcours durant lequel tu savais que tu étais au QI ou alors tu l'as appris toi aussi sur le tard, comme beaucoup ? J'ai été dépistée à 34 ans par pure curiosité intellectuelle, dans le sens où mes enfants ont été dépistés avant moi sur D'accord. conseil du corps enseignant. En l'état, mon fils avait les acquisitions, quand il avait 3 ans et demi, les acquisitions d'un élève de 6 ans. Donc, on m'a demandé de le faire tester et il s'avère que ma fille, qui est l'aînée, avait déjà consulté une psychologue à l'arrivée de son petit frère, etc. Et j'avais eu pas mal de signaux d'alerte et la psychologue avait dit votre fille a plus de 2 ans d'avance en termes d'acquisition. D'accord. Donc, j'avais beaucoup évolué déjà vis-à-vis de ça. J'avais lu certains livres à effet Barnum et j'avais pas retrouvé du tout mes enfants. D'accord. Donc, mais j'avais écarté un petit peu cette chose-là en me disant, bon, ils sont certes en avance, ils sont certes brillants à leur niveau, néanmoins, est-ce qu'ils sont en dehors de la norme? Peut-être pas forcément, mais et ils étaient plutôt épanouis, donc je ne me suis pas posé plus de questions que Oui. ça, et voilà, j'ai pas fait plus de démarches que ça. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même changé l'aîné de système scolaire pour la mettre dans une école Montessori qui était beaucoup plus adaptée à son mode d'apprentissage. Et il D'accord. s'avère que dans cette école Montessori, il y avait une surreprésentation de personnes avec un QI au-delà de la moyenne et de profils atypiques, type trouble du spectre autistique et plusieurs 10, TDAH, etc. Donc, bizarrement, je me sentais bien là-bas et je ne savais pas trop exactement pourquoi, mais bon, j'étais face à des gens qui étaient particulièrement ouverts et bienveillants. Je me suis dit, tiens, une petite communauté. Et puis, donc, mon fils a été testé, voilà, HQI. Ma fille a demandé à l'être. Elle voulait savoir, du haut de ses D'accord. 6 ans, si elle voulait savoir si elle était comme son frère. C'est une enfant qui sait ce qu'elle veut. Et ensuite, s'est posé la question pour moi de me dire, bon, bah, au final, au vu de la grille de lecture qui a été donnée pour eux,
qu'en est-il pour moi? Donc, j'ai passé le test. J'avoue que je me suis beaucoup amusée, en fait, pendant ce test. J'ai adoré certains des exercices. Bon, il y en a où j'étais un peu en difficulté comme cube parce que la praxie, c'est un peu compliqué pour moi. Mais, et la psychologue à l'issue du test m'a dit, bon, c'est pas une surprise. Par contre, il n'y a pas que ça. Ah, Visiblement, la typicité de mes réponses l'a mise sur une piste et ma manière d'être, ma manière de communiquer, voilà. Bon. Et elle m'a dit, je serai vous, j'irai voir du côté des troubles du spectre de l'autisme. Et alors là, j'ai eu double douche froide en fait. Ça a été un peu violent. Ça a été un petit peu violent à ce moment-là. Mais elle m'a accompagnée par la suite. Elle a été vraiment très adaptée. Et c'était une psychologue spécialisée dans le haut potentiel. d'accord. Je tairai le lieu, mais c'était voilà, j'ai mis du temps à la trouver. Excuse-moi de t'interrompre, je trouve ça vraiment super parce que là, moi, j'ai des témoignages de gens, et moi-même, par exemple, dans mon parcours, on s'est retrouvé devant des psychologues ou des psychiatres qui voyaient pas du tout, qui voyaient pas du tout ni le TDAH, ni le TSA nulle part. Alors que toi, en fait, c'est la psychologue qui t'a engagé vers cette voie. C'est pas toi qui as dû faire toutes les recherches pour savoir quel était ton problème. C'est ça. Mais en même temps, j'ai mis quasiment 2 ans à la trouver, cette Ah, psychologue. d'accord. J'ai pris beaucoup, beaucoup de renseignements sur globalement tous les professionnels qui étaient à ma disposition, sachant que j'habitais à ce moment-là une ville de taille moyenne, donc ça voulait dire que j'étais quand même tributaire de l'offre en question. Mais en effet, elle n'a pas du tout surfé sur l'effet Barnum et sur... Oui, sur la pathologisation du HPI, exact. voilà. Non, non, bon, voilà, elle a été en tout cas très pertinente. Et à partir de ce enfin, de ce dépistage-là, j'ai commencé à me renseigner sur justement les troubles du spectre de l'autisme. Mais encore une fois, j'ai été confrontée à des limites dans le sens où ce qui est documenté dans la littérature, et c'est là où je remercie Adeline Lacroix, qui vient de sortir son livre sur l'autisme féminin. Et je me suis retrouvée face à des incompréhensions en lisant, par exemple, Tony Attwood, en lisant toutes les études possibles et imaginables sur le TSA, sans déficit intellectuel, et en me disant que je me retrouvais dans beaucoup de critères, mais absolument pas tous. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que ce qui est décrit est le TSA au masculin, d'une part, et que quand il y a en plus il y a un HQI ou un THQI qui est associé, c'est encore plus compliqué. En tout cas, beaucoup moins décrit, voire pas du tout. Dans mon cas, le THQI plus le TSA, dans la littérature, on trouve rien. C'est simple, ça n'existe pas. Donc, D'accord. même des descriptions dites cliniques, ça existe très peu. Quand on Ok. parle enfin, ça reste un spectre, hein, donc on est tous différents sur le spectre, mais les critères diagnostiques sont tels que ça permet justement de poser ce diagnostic-là. Donc, je me suis retrouvée un peu livrée à moi-même et je me suis dit que si diagnostic il devait y avoir, ce serait dans un centre expert multidisciplinaire, si possible labellisé. Enfin, j'ai trouvé un centre qui était adapté. J'ai commencé les démarches pour aller dans ce centre-là parce qu'il était hors de question que j'aille voir un psychologue, un psychiatre, parce qu'il n'y a que les psychiatres qui Hmm. peuvent poser ce diagnostic. Mais excuse-moi de t'interrompre, c'est quoi que tu appelles labellisé? Labellisé, alors il existe des labels pour les centres de ressources autisme, des D'accord, ok. labels d'excellence qui sont basés sur alors des critères IPAX, enfin des critères d'accueil de patients, des critères, enfin, globalement, ce sont des critères qui sont associés à un service hospitalier en D'accord. particulier ou un centre qui est adossé à un service. C'est le label autisme et globalement, ce sont des gens qui vont publier, mais pas seulement, qui vont faire avancer en fait non seulement la recherche, mais la prise en charge des patients et qui vont créer un réseau autour d'eux, c'est-à-dire un vrai maillage qui va exister non seulement au regard dans le centre, mais aussi en libéral, par exemple. Ils vont créer des conférences, enfin, ils sont proactifs en fait. Qui c'est qui les labellise? C'est une instance nationale? Pour moi, c'est étatique, oui. C'est étatique, d'accord, ok, ok. Mm. Je savais absolument pas. C'est vraiment là, tu m'apprends depuis tout à l'heure, tu arrêtes pas tu m'apprends un truc toutes les 30 secondes, il faut que tu arrêtes. Ah, j'en connais d'autres qui disent la même chose à propos de moi. Ok. J'ai un petit clin d'œil à quelqu'un. Voilà, alors bon, et au final, j'ai commencé les démarches. Donc,
les démarches sont assez communes pour tous les centres experts. Donc, tu as les centres de ressources autisme, tu as les centres, les CEA, les centres experts Asperger. En fait, chaque région fonctionne un petit peu différemment. Certains centres ne vont pas accueillir toutes les mêmes populations. Ils peuvent accueillir, par exemple, uniquement des adultes, uniquement des enfants ou des adolescents. Et puis, en fonction des régions, tu peux aussi avoir plusieurs paliers avant d'accéder au CRA. Dans la région où j'habite actuellement, face à un enfant, je parle bien d'un enfant, qui est suspecté d'être sur le spectre, le premier palier, c'est le centre de troubles neurodéveloppementaux qui est souvent adossé au CMPP ou au CMPEA, donc Centre médico-psychologique pédopsychiatrique. Il faudrait vérifier, je suis pas sûre Ouais. d'ailleurs. Mais donc tout ça, ce sont à chaque fois des organismes. C'est vrai que en général, quand on s'adresse à eux, enfin par exemple moi dans ma région, c'est des attentes de plusieurs mois, quoi, en fait. Ah non, bah là, Si tu si parles c'est en pas année, plus, en si fait, c'est hein. pas plus, C'est voilà, en c'est ce que année. j'allais dire. On parle en année. Mm. Mais c'est un choix que j'ai fait. C'est-à-dire que, Ouais. de toute manière, à l'âge où j'étais arrivée, que j'attende un an de plus, un an de moins, Oui, oui, c'était oui, oui. pas. Voilà, il fallait peser les choses. Oui, mais j'imagine que quelqu'un comme toi, qui attend un an, qui a l'habitude de tout ce processus et de s'intéresser à la recherche, tout ça, tu as dû presque tout savoir avant même de finalement passer ton bilan. Eh bien, non, je savais beaucoup de choses sur l'autisme, mais pas sur l'autisme féminin. D'accord, ok. Parce que les seuls écrits que tu peux avoir, ce sera Temple Grandin qui va décrire sa manière de percevoir le monde. Ce sera Asperger. Alors la BD, elle est sortie après. Pardon, excuse-moi. Oui, donc depuis tout à l'heure, on parle effectivement donc du TSA sans déficience intellectuelle. C'est ce qui s'appelait avant Asperger. Voilà, c'est exactement la même chose. TSA sans déficience intellectuelle. En sachant que depuis que le DSM-5 est sorti, le terme Asperger est sorti en fait du DSM-5. Par contre, il est encore dans la CIM-10, la D'accord. classification internationale des maladies, et il est sorti de la CIM-11. Sauf que la CIM-11 a été publiée en 2016, si je ne me trompe pas, 2015-2016, est révisée en 2018. Elle n'a toujours pas été adoptée en France. Donc, il y a un petit delta entre les deux classifications. Dans tous les cas, en effet, ils ont élargi un peu le spectre, ils ont regroupé pas mal de données et ils ont supprimé le terme Asperger. En soi, j'avoue que voilà, j'ai pas d'avis. Je sais qu'il y avait un problème avec le nom par rapport au fait que Asperger lui-même était, Un si j'ai bien nazi. compris, avait des affinités avec le nazisme. Mm. Voilà. J'interromps 15 secondes cette conversation si pertinente pour vous rappeler que ce média ne dépend que de vos dons. Ce podcast ne dépend que de vous. Et si vous voulez l'aider, lui permettre de vivre, me permettre de continuer mon travail et de vous apporter le maximum de connaissances possibles sur tous ces sujets, vous pouvez faire une donation, ponctuelle ou régulière. Il y a un lien dans la description de cet épisode et je vous en remercie intensément. Et je remercie bien évidemment toutes les contributrices et les contributeurs qui ont permis à cet épisode d'exister. J'aimerais juste boucler la boucle concernant le diagnostic, qui me semble hyper important. Il existe quand même beaucoup de professionnels, certains, qui donnent des diagnostics de complaisance. De TSA. Mais Oui, quel est l'intérêt? Je comprends pas. pouvoir coller une étiquette parce que la personne la souhaite absolument. Qui voudrait une étiquette Mais TSA? tu retrouves exactement la même chose avec le HPI. Oui, ça Mais oui. c'est exactement pareil pour le TSA, dans le sens où il y a un effet Barnum qui existe au même titre que le HPI. D'accord. C'est un effet Barnum qui est en train d'évoluer depuis quelques années là, avec Netflix. C'est simple, mais les D'accord. séries qui se sont multipliées avec les personnes autistes où on va considérer que Ouais. c'est un super pouvoir et que Je et vois, tu ouais, je vois bien, vois, ouais. le docteur, le Good Ouais, Doctor, ouais. mais en même temps, bon, c'est très théâtralisé, ils vont appuyer sur les déficits hein, de la personne. Néanmoins, l'image du savant fou, Oui. ou en tout cas de la personne qui a des capacités complètement hors normes, ça génère de l'attrait chez certains. Ouais, 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 j'imagine, mais bon. Et, et parfois, j'ai déjà observé sur certains groupes des personnes qui vont consulter jusqu'à 6 professionnels pour Oh là là, ressortir avec leur diagnostic. c'est dingue. C'est dingue. Ça peut être un peu pervers comme système. Enfin, en sachant que la spécialisation dans le TSA n'est pas donnée à tous les psychiatres, les psychologues aussi. Enfin, la personne que tu as interviewée s'est formée et est spécialisée dans le domaine, mais c'est loin d'être le cas de beaucoup. Et il faut une compréhension très fine, en fait, de ces troubles-là pour pouvoir les diagnostiquer correctement. Et donc, ma motivation, c'était de dire, bah, je passe par un centre expert parce que je sais que j'ai un profil atypique
et que je veux que les choses soient faites de manière les plus rigoureuses possible, en tout cas qui correspondent aux critères validés actuellement par la science. Ce qui t'intéressait quand on s'est contacté, c'est de parler effectivement de ce TSA au féminin. Alors, pourquoi est-ce que tu penses que l'autisme au féminin est quelque chose dont il faudrait parler et dont on ne parle pas assez? J'avoue que, hormis les livres que j'ai pu lire qui sont issus d'une seule personne, par exemple, d'une vision très personnelle en fait hein, de cet autisme-là, j'attendais avec impatience qu'il y ait un livre comme celui d'Adeline qui sorte pour justement avoir l'état de l'art au regard de la science et tu te rends compte, vraiment avec grande tristesse hein, et quasi révolte, que c'est un parent pauvre de la recherche. Pourquoi? Parce que bah, peu diagnostiqué, mais pourquoi c'est peu diagnostiqué? Parce que c'est peu étudié. Donc c'est un cercle vicieux. Et au final, Mais tu parles du TSA ou tu parles du TSA au féminin? c'était ça au féminin. Parce que quand je parle du livre d'Adeline, c'est sur le Oui, que je n'ai pas lu malheureusement, donc je suis vraiment désolé Adeline. c'est quand même quelque chose qui est très bien fait, puis c'est issu de tous ces travaux de recherche qui sont quand même très denses et très exhaustifs. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a certaines hypothèses concernant les différences de manifestation du TSA entre les garçons et les filles. Je suis désolé, je vais devoir être binaire. Et Je sais. je peux pas faire autrement. J'aimerais bien être plus inclusive, Ouais, mais je peux pas. En tout cas, la littérature fait dans ce sens-là. Mais on part de différences d'expression du TSA, dans le sens où les filles, on va dire les filles, seraient plus aptes à camoufler leur stéréotypie. Par exemple, alors quand on dit stéréotypie, c'est tout ce qui est mouvement répétitif, seraient beaucoup plus capables de rentrer en interaction avec autrui et de maintenir une conversation, par exemple, d'adopter la gestuelle adaptée à une situation donnée. Donc, quand on dit camouflage, globalement, ça veut juste dire que nombre de fois on nous dit mais t'as l'air normal, t'as pas l'air autiste. oui. Oui, bah oui, en effet, parce que j'ai appris. Et c'est loin d'être instinctif. Et j'ai répété pendant des heures dans un miroir pour pouvoir avoir les bonnes expressions. D'accord. Waouh. J'ai regardé Ok. des tonnes de séries pour comprendre toutes les relations sociales, les interactions sociales et comment se positionner. Tout ce qui est de l'ordre des règles tacites en société, je les ai apprises intellectuellement, c'est-à-dire que je ne les ai pas acquises de manière instinctive, ou on ne me les a pas apprises, je les ai apprises moi-même. Parce que, par contre, j'ai questionné le monde, c'est-à-dire que j'en parlais d'ailleurs ce matin en disant, bah, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui étaient suffisamment bienveillants pour, quand je leur posais une question sur une règle sociale qui me semblait complètement hallucinante, et ben, ils me répondaient en m'expliquant avec bienveillance. Et ça, voilà. Donc, Oui, c'est une chance que tout le monde n'a pas forcément, non, effectivement. j'ai eu de la chance. Mais, Ouais. mais ce que je trouve hallucinant, c'est ce dont tu parles là, par exemple, que tu répétais devant le miroir certaines attitudes à avoir. Tu en parlais à d'autres personnes parce que, enfin, je sais pas comment ça se Non, passait. c'était moi et moi-même. Je voyais qu'il y avait que mon D'accord, visage était d'accord. peu expressif. La preuve, j'ai mon âge, je fais 10 ans de moins, je suis censée avoir des rides, j'en ai absolument pas. Mais ouais, je trouve ça complètement étonnant ce que tu dis quand même. C'est fascinant, quoi. Mais je me posais la question parce que tu parlais de binarité. Est-ce que c'est pas un peu comme dans la question du haut potentiel intellectuel où on dit que les filles, c'est pas une question de masquer justement, mais on dit qu'on les détecte moins plus facilement parce que justement enfin je sais pas pourquoi d'ailleurs, elles dans le TDAH pareil, mais est-ce que c'est pas justement la représentation que la société a des filles qui fait qu'elles se enfin, je sais pas comment dire, cette espèce de ping-pong qu'il y aurait entre ce qu'on leur demande et la réponse, en fait. Le terme que tu cherches, c'est conformisme. Voilà. Et tu as raison. Le seul problème que je vois, c'est qu'en tant que personne TSA, on est censé être beaucoup moins sensible aux attendus sociaux. Et c'est mon cas. Hein. Il y a plein de choses où Oui, on va me dire, tu es censé être ça, et ben non, je ne le suis pas, je ne le serai pas, et dans tous les cas, je serai moi-même. Donc, tu vois, mais par contre, je sais qu'enfant, j'étais très conformiste. Il fallait pas que je fasse de vagues. Alors c'était compliqué parce que j'avais quand même un sacré caractère, mais il fallait pas que je fasse de vagues. Il fallait que je sois dans le rang. Il fallait pas que je dépasse. Il fallait voilà. Et je voulais à tout prix sembler la plus normale possible, être normale. d'accord. Il fallait que je sois normale. Donc j'ai passé une grande partie de mon énergie et de mes ressources pendant ma jeunesse à Ben oui, parce que ça doit fatiguer, ça. c'est épuisant.
C'est C'est épuisant. épuisant. Mais tu le mentalisais, tu le savais quand tu étais petit, tu le réfléchissais. Non, je l'ai analysé a posteriori, en essayant de D'accord. comprendre, en retraçant un peu tout ce que j'avais mis en place comme stratégie. Mais j'ai, disons qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte de l'écart qu'il y avait entre moi et les gens. Les autres, je devais avoir 9 ans à peu près. Où là, je me suis D'accord, dit, ok. je suis différente, je vois que je suis différente, je ne sais pas exactement comment. Par contre, ce qu'on attend de moi, c'est ça. Donc, je vais être ça, parce que sinon, on ne va pas m'aimer, en fait. Je vois. Mais alors, excuse-moi de revenir à un truc qui finalement, en théorie, n'a pas de rapport avec le TSA. Le très haut QI, je suppose qu'avec un très haut QI, tu n'étais pas la dernière de la classe, je Non, suppose. j'étais la première. Ouais. Donc, est-ce que ça participait pas au truc où on se sent un peu différent? De ma petite expérience, moi, d'avoir été premier de la classe, toujours dans les trois premiers en tout cas, ça participe aussi à ce côté de se poser la question de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on est tout le temps. Alors, c'est là où je vais aussi remercier le système qui m'a accompagné, le système scolaire, c'est-à-dire que déjà, oui, ok, j'étais peut-être la première, et je m'ennuyais, hein, clairement, Ah bon, moi non, par contre. Je me suis jamais ennuyé, moi. il a été question que je saute des classes, mes parents ont D'ac- refusé et j'aurais préféré sauter des classes. D'accord, ok. J'avais une méthode d'apprentissage qui est très particulière, mais je travaillais aussi quand même beaucoup. Mais j'ai toujours été très humble, en fait. Et là où le système qui m'a accompagné, le système scolaire qui m'a accompagné, a été particulièrement adapté, c'est-à-dire qu'on m'a proposé d'accompagner les élèves en difficulté. D'accord. Donc j'avais un binôme, on mettait un binôme, quelqu'un qui avait une difficulté sur, par exemple, les mathématiques, etc. Et on me demandait de lui expliquer. J'avais 7 ans Ouais. et j'ai trouvé que enfin, c'était dur, c'était très difficile, mais au final, ça m'a donné ce goût de la transmission, de la vulgarisation D'accord. des concepts, Ah, mais c'est etc. Et génial. ça m'a aidé aussi à apprendre à communiquer. Et en fait, ils ont trouvé le bon truc qui me permettait non seulement de rentrer en contact avec les autres, mais aussi de ne pas être labellisé tête d'ampoule. D'accord. Voilà. Donc, je remercie. Ben moi aussi, c'était le même système, sauf que c'était pas le système scolaire qui me l'avait donné, c'était moi-même qui passais mes devoirs aux copains. J'achetais la paix sociale, voilà. Et ben, j'ai fait ça aussi, hein. Alors, bon, après, si on est en train d'essayer d'étudier pourquoi les manifestations du TSA seraient différentes chez les filles plutôt que les garçons, et qu'on essaye de savoir si les œstrogènes qui sont produites seraient un facteur protecteur, entre guillemets, pendant l'embryogenèse ou pendant la création du fœtus, enfin, en tout cas, la vie in utero. Donc, on essaye de trouver des raisons biologiques, en fait, à des Oui, différences de manifestations cliniques. C'est qu'on a déjà quand même bien avancé dans cette hypothèse-là, en fait, hein. parce que là, en fait, ce dont tu parles là, c'est quoi? C'est qu'il y aurait des facteurs protecteurs Ouais, lié aux en... oestrogènes. D'accord, ok, ok. Uniquement sur le TSA ou... Bah, en l'état, c'est sur le TSA que ça a été étudié. Après, je t'avoue que je suis pas allé regarder du côté TDAH, etc., Ouais, mais je saurais pas te dire. Et ce qui est certain, c'est que, il y a une différence énorme de ratio entre les garçons et les filles dans le diagnostic du TSA, 1 mm. pour 4. Une fille pour quatre garçons. Ouais, c'est ça. Et avant, on D'accord. était à 1 pour 25. Ouais, Waouh. ça a évolué. Donc la question, c'est est-ce que il y en a vraiment moins de Mm. filles avec TSA ou on les capte moins, on les Ouais, diagnostique ouais, moins? ouais. Parce que dans le cadre du TDAH, c'est super visible. Avant, le TDAH, c'était le garçon hyperactif en fait. C'est ça, exact. Et chez les filles, ça se manifeste plutôt apparemment dans le sens d'inattention. Mais justement, elles arrivent à compenser leur inactivité, leur hyperactivité. Ou alors elles ne le compensent pas, ou alors elles ont une autre manifestation, voilà. Mais au niveau TSA, ça serait quoi la différence? Comment serait le garçon par rapport à la fille qui fait qu'on verrait, enfin, en dehors du masquage dont tu parlais? Est-ce qu'il y a des manifestations différentes ou c'est juste une question de masquage? On pourrait faire le parallèle, hein, avec le TDAH, mais il semblerait que les garçons aient des manifestations physiques plus visibles, comme le balancement, par exemple, ou les stéréotypies. Alors que les filles, en tout cas, vont avoir des manifestations moins globales au regard du corps, et ça va être Ouais. plus ciblé sur un pied, une main, des doigts, par exemple. Peu d'études qui vont mentionner des filles avec un TSA qui vont faire la toupie, par exemple. D'accord, d'accord, d'accord. Et tandis que des garçons qui font la toupie, c'est plus fréquent. Euh, Ok, d'accord.
Mais dans ton expérience personnelle, donc, tu avais ce genre de stéréotypies et tu les concevais et tu arrivais à te dire non, il faut pas que je les fasse ou alors c'est naturel. Alors malheureusement, je le subis un peu, j'ai toujours mon pied droit qui est en mouvement, et après, tout dépend des facteurs de stress, mais je peux avoir des stéréotypies au niveau des mains, mais j'ai toujours fait en sorte que ce soit peu visible et que ça puisse passer complètement inaperçu, c'est-à-dire mettre la main sous la table ou D'accord. se gratter, mais à un endroit qui se verra pas, etc. C'est à ce point-là, c'est carrément à ce point-là. Enfin, après, je te dis ça, mais bon, moi qui ai plus ou moins des tocs, je vois aussi comment je peux les déguiser. Tout dépend si tu es en société ou pas, hein, parce que Oui, exactement. quand tu es chez toi, tu es libre de faire ce que tu veux, surtout si tu as la chance qu'on t'accepte exactement comme tu es. T'as pas besoin de masquer. Et puis, l'objectif, c'est de se retrouver dans une zone de sécurité qui est sa maison, ou peu importe, un lieu ou même un environnement. Je sais que l'eau, par exemple, pour moi, est mon environnement sécure. Dans l'eau, je ressens les contours de mon corps. Tandis que quand j'évolue normalement, dans la vie normale, dehors, etc., j'ai beaucoup de mal à ressentir mon corps. Il y a une espèce de porosité, en fait, entre le dedans et le dehors. Et bon, c'est souvent associé, hein, c'est ce qu'on dit aux troubles proprioceptifs. Hmm. Oui, voilà, parce que tu voulais parler de tout cet aspect perceptif du TSA. Ouais, de perception, tu vois, j'ai fait la Perception. transition. Exact, très bien. Mais c'est dommage parce que c'est dommage que j'avais plein de questions à te poser sur ce que tu étais en train de dire, mais si tu veux, on enchaîne sur le perceptif. Ah, mais on peut continuer, peu Non, non, importe. non, non, on enchaîne sur le perceptif, c'est très bien parce que Parfait. c'est justement le domaine que j'arrive le moins à comprendre, à conceptualiser chez Le le moins, ouais, chez le TSA, ouais. il y a plusieurs volets. Donc, bon, quand on parle du perceptif, on va parler des sens. Et il s'avère que chez les personnes avec TSA ou autistes, alors je vais dire les deux parce que la communauté n'a pas franchement tranché là-dessus, on n'est pas tous d'accord. Mais Ah, ça serait euh, intéressant ça aussi. Oh là là, mais on a 320 000 trucs à discuter. moi, tu peux faire une longue série. Oui, Donc, on a tout ce qui est de l'ordre des sens qui va être impacté de manière assez manifeste chez les personnes avec TSA, dans le sens hyper ou hypo la plupart du oui, temps, ça j'ai compris maintenant, ouais. en sachant que ça peut être couplé. Tu peux avoir les deux, Hmm. hyper et hypo, pour un Ça peut même être sens. rigolo. C'est super sympa à vivre, mais ça C'est clair. nécessite pas mal d'adaptation. Ah, pour un même sens. Ouais, pour un même sens. C'est-à-dire, genre, tu pourrais avoir trop froid et trop chaud et tu sais pas quoi faire alors. C'est ça, t'es un peu perdu, ou alors ça dépend de ta fatigue, ça dépend de plein de choses. En l'état, moi j'ai plutôt de la chance dans le sens où je suis soit hyper, soit hypo. Je suis hyper sensible au niveau auditif. J'entends les sons à un niveau de fréquence qui est extrêmement rare en fait, dans le sens D'accord. où, enfin, je sais pas si tu avais fait ce test quand tu étais à l'école, mais nous, le prof de musique nous avait fait passer un enregistrement d'une fréquence qui va de la fréquence basse à la fréquence Ah, élevée. Tu sais, tu es censé dire à partir de quand tu n'entends plus. Et ben, moi j'ai entendu, mais très 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 longtemps, et je comprenais pas pourquoi les gens n'entendaient pas, en fait. Bon, voilà, c'est tout ce genre de trucs. Donc, j'ai mis en place des mesures adaptatives, mais avant de savoir que j'étais sur le spectre, c'est-à-dire que bouchon d'oreille, écouteurs à réduction de bruit, etc., en me disant, bah, bon, est-ce que pour moi, c'était isolé. Et puis ensuite, bah, depuis toujours, j'ai toujours été très gêné par les lumières très vives, très fortes, les lumières blanches, surtout, tout ce qui est néon, etc. Dans les magasins, c'est une horreur. excuse-moi justement. Alors, quand tu dis c'est l'horreur, c'est-à-dire que c'était quoi par exemple? Ou c'est l'horreur. Quand tu rentres dans un magasin et qu'il y a ces néons, ça se traduit comment pour toi? Ça fait mal. Ça fait mal. Ça crée une douleur physique, en fait. C'est-à-dire que j'ai mal aux yeux. Ok. Ben là, je peux comprendre. C'est la première fois que je comprends. Parce que moi, je fais de l'hyperacousie justement aussi. Et je vois très bien la douleur que peut procurer certaines fréquences. Oui, Euh, les fréquences élevées chez moi. Chez voilà. certains, ce sont des fréquences basses, Ouais. mais chez moi, c'est plutôt les fréquences aiguës. Mais j'arrivais pas à le conceptualiser pour tout le reste, si tu veux. Tu ferais un parallèle entre qu'on ressent avec l'hyperacousie d'avoir mal aux oreilles. Enfin, mal, c'est pas mal, c'est carrément comme si on me perçait Marteau-piqueur, hein. le Ouais. cerveau, ouais, voilà. Mm. Et donc, ça serait la même chose, mais au niveau de la vision, par exemple, ou alors du toucher, ou des trucs comme ça. Exact. Alors, D'accord. pour le toucher, c'est un peu compliqué. Ça génère pas forcément de la douleur, ça génère de l'inconfort, mais en sachant que je suis hypo et hyper au niveau du toucher, donc ça, c'est un D'accord, peu ok. plus compliqué. Ouais. Et le toucher, j'avoue que j'ai un peu plus de mal à en parler parce que ça touche vraiment à la sphère intime. Mais en tout cas, pour le système vestibulaire, par exemple, je suis en hypo. C'est-à-dire que
je passe ma vie en hauteur, je passe ma vie à tournoyer, à courir, à sauter, à dire D'accord. t'as un arbre à grimper, bah, tu me retrouves dessus, hein. D'accord. Mais, Eh ben, on est du, deux. du coup, je m'éclate, hein, mais c'est pas, ça fait pas partie des attendus sociaux, hein, pour une personne de sexe féminin. Mais du coup, j'ai mis ça à profit, dans le sens où j'ai détourné pour chacun de mes sens, en fait, et chacune de mes particularités, j'en ai fait une force. Et c'est là aussi que je voulais qu'on parle tous les deux, que les gens puissent entendre que, certes, c'est une plaie à vivre au quotidien. Néanmoins, quand on met en place suffisamment de stratégies, qu'on adapte son environnement, ça peut être plutôt confortable. Mais on peut aussi décider de ne pas subir, en fait, ces choses-là et en faire une force. Par exemple, le fait que j'aime être en hauteur, que je me suis toujours servi de mes mains plutôt que de mes pieds, etc., je l'ai mis à profit dans une pratique sportive, par exemple. Ensuite, la vision, ben, j'en ai profité pour me dire que j'aime ma manière de percevoir la lumière, les angles, les ombres et ce qui m'entoure était différent. Et donc, j'en ai fait une activité artistique. Effectivement, la personne dont j'ai fait l'entretien auparavant, Chloé, elle me tenait à peu près le même discours que toi. Et elle disait aussi, si on me disait, tu peux être soigné de l'autisme, elle n'était pas sûre qu'elle voulait qu'on lui retire son autisme. Non, je changerais pour rien au monde ce que je suis, en fait. Mais par contre, qu'elle le voyait comme un handicap de toute manière. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on a de la difficulté avec tous ces concepts de faire de quelque chose de négatif une force. On a tendance Oui, ensuite on a tendance à le positiver ou positiviser, enfin, je sais pas. Et après, ça donne justement ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui voudraient être, qui ont cet effet Barnum, avec des gens qui voudraient être TSA, qui voudraient se faire diagnostiquer TSA pour ces raisons-là, ou alors ces stéréotypes positifs qu'on voit justement dans les séries et tout ça. Donc je sais pas, c'est à double tranchant tout ça en fait, mais exact. je vois bien que t'as pas le choix. T'as pas le choix que de rendre ça positif et d'en faire une force de toute manière. Sauf si ça te déborde complètement. Non, bah, pas tant, c'est pas un oui et non. Alors, dans mon cas, oui, et je pense que le THQI m'aide énormément, en fait, dans ça. Dans le sens où je vais rationaliser, et quand même quelqu'un de très pragmatique, va me permettre de rationaliser, de poser chaque élément qui me perturbe, de prendre en compte toutes les datas qui y sont associées et trouver une stratégie adaptée, faire des tests. C'est euh, génial. C'est Revenir en génial. arrière si le test n'est pas suffisant et faire un autre test. Enfin, tu vois, le Ouais, ouais. cycle, comme une conduction de projet. Je conduis un projet, Ah, mais sur mon Wii, par exemple. Euh, c'est et, impressionnant. et ensuite, de se dire, mais donc nous, peut-être qu'avec Chloé, on a décidé d'en faire une force et je pense que ça peut être aussi de retrouver plus chez les filles. Mais il y a quand même des comorbidités assez Ben oui, importantes avec le ben oui. TSA. Tu as un taux de suicide qui est quand même assez aberrant. Ah, ça, je savais Euh, pas, mais je pensais moi plutôt à anxiété, dépression, tout ça. alors oui, mais qui conduisent au suicide, mais plus chez les garçons, mais en même temps ils sont surreprésentés. Donc, mais quand tu fais le ratio, il me semble qu'il faudrait, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête exactement, mais tu as plus de suicides d'autistes mâles. Il y a un truc qui est intéressant dans cette histoire, c'est que si je prends Chloé par exemple, ou si je prends mon cas, on n'a pas pu vraiment matcher avec la société, si tu veux, entre guillemets. Toi, ce qui est intéressant, c'est que tu parles de tout un tas de problématiques réelles qui seraient handicapantes. Bon, je sais pas depuis quand tu en fais des forces, mais comment tu as pu à chaque fois gravir tous les échelons de la société et, enfin, je sais pas, moi, j'ai du mal à imaginer ça. Après, je sais très bien qu'il y en a plein qui font ça, c'est juste j'étais là en face de moi, donc je te pose la question. Alors, l'objectif, c'était pas de gravir les échelons. Ça l'a jamais été. L'objectif, c'est de mettre à disposition mes capacités intellectuelles pour le bien commun. Tu vois, l'objectif, il est un peu loin, il est un peu haut. Mais au final, quand j'ai un objectif, je fais tout pour l'atteindre. Donc, il a fallu que j'intègre le système pour essayer de utiliser certains leviers pour le combattre de l'intérieur. Mais pourquoi le combattre? Parce que moi, je voyais pas ça forcément en termes de combat, hein, je voyais juste en termes d'inadéquation avec le système, pour moi en tout cas. Non, je te parle pas de moi vis-à-vis du Ah, système, je te parle d'accord. des erreurs que fait le système vis-à-vis de certaines populations Ok, qui d'accord, sont là. défavorisées, qui sont délaissées, qui sont négligées, hein, par les pouvoirs publics. J'ai choisi d'agir, mais en prenant de la hauteur. Parce que je l'ai fait Oui.
en direct en étant voilà, professionnel médical, mais je trouvais que c'était pas suffisant, qu'il fallait que je prenne encore plus de hauteur pour pouvoir justement lisser ces inégalités et contribuer à un niveau national en fait. Et je suis en train d'y arriver. Donc, à partir du moment où j'ai eu cet objectif-là en tête et que je me suis dit, bah, au final, un, bah, tu as les capacités de le faire, et deux, tu as les ressources pour le faire, et ben, j'ai tout mis en place pour y arriver. Donc, ça a été un peu compliqué parce que, Ben oui, je suppose, parce que j'étais en train de me dire à chaque fois, si tu dois à chaque fois répéter pour quand tu devant le miroir pour tes attitudes, j'imagine que à chaque fois que alors tu non, mais dois, ça, c'était la phase d'apprentissage quand j'étais enfant, hein. cette phase est finie, c'est-à-dire tu n'as plus à la répéter à chaque fois. Non, 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 je répète plus. Non, non, ça c'était vraiment pour apprendre les mimiques faciales euh, et, euh, et surtout travailler la lecture des émotions qui est difficile chez moi en particulier, ce qu'on appelle la lexithymie, c'est-à-dire que j'ai du mal à reconnaître les émotions chez l'autre uniquement avec le visage et j'ai du mal à les reconnaître chez moi. Effectivement, ça c'est une des caractéristiques les plus connues dans les Oui. TSA. Et les gens ont l'habitude de penser que tous les TSA sont comme ça, mais apparemment c'est pas le cas. C'est pas le cas et on a tendance à dire que les personnes avec TSA n'ont pas d'empathie ou en Hmm. manque. C'est tout à fait faux. Ouais. Moi, j'ai une empathie qui est cognitive, c'est-à-dire que je vais décider de mettre beaucoup de ressources, ou en tout cas des ressources, pour essayer de comprendre l'état interne de la personne en analysant sa gestuelle, en analysant son phrasé, c'est la sémantique qu'il utilise, en analysant son ton de voix, etc. Et de me dire, OK, donc en prenant tous les éléments que j'ai sur cette personne, en regardant l'analyse que je fais de qui ou elle transmet aujourd'hui en termes, ou maintenant en termes de langage corporel, je pense savoir avec une certitude qui est à peu près à C'est super intéressant. 97% C'est que, hallucinant. que cette personne ressent ça. Ah, c'est hallucinant. Mais j'ai des marges d'erreur, par contre, et j'en fais part de mes marges d'erreur, en disant, je pense que tu ressens ça, est-ce que c'est le cas? Ah là Si là. oui, de quoi as-tu besoin? Non, mais c'est vraiment hallucinant. Et dans un sens, vraiment, ça rejoint ce que disait Chloé, qui pourtant est complètement différente de toi. Quand tu verras la vidéo avec Chloé, elle est complètement différente de toi. Mais elle disait aussi qu'elle était tout le temps là en train d'analyser ce qu'elle devait faire, ce qu'elle devait dire, ce que les gens, ce que disent les gens et tout ça, et qu'il y avait ce côté-là. Mais alors, justement, ça me fait penser qu'il y a certaines personnes qui mettent cette caractéristique-là chez les HPI en général et qui suppose que c'est une caractéristique HPI. C'est-à-dire qu'ils supposent qu'en fait, avec un haut quotient intellectuel, on serait tout le temps là en train d'analyser les gens, ce qui n'est pas forcément mon cas là, bien que en fait je les analyse aussi régulièrement, pas aussi profondément que toi et que Chloé, je dois avouer. Je dois avouer, c'est quand même plus fluide, on va dire. Mais peut-être que chez toi c'est fluide maintenant, je suppose. Oui, 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 C'est juste ta manière de fonctionner en fait. c'est exact. En sachant que j'ai participé à des ateliers philo. Oui, parce que j'ai une vie sociale, hein. Et, et j'ai participé à des ateliers philo où ils parlaient de l'instinct et de ce qui n'était pas instinctif. Et moi, c'est quelque chose que je connais très peu. L'instinct, c'est... euh, voilà. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis capable de te dire exactement pourquoi j'ai pris telle décision, quels sont les tenants et les aboutissants. Donc, j'ai un système... il y a Daniel Kahneman qui avait publié un livre qui s'appelle Système 1, Système 2. Donc le système 1, c'est un système heuristique qui est basé sur des inférences. Tu me dis si j'utilise des termes trop. Tu utilises que des termes trop. Est-ce que tu Alors, pourrais donc effectivement les préciser à la fois pour moi et pour les gens qui regardent, si ça te dérange pas? alors les inférences, c'est un calcul de probabilité face à des éléments donnés. Par exemple, je vois que le ciel est en train de se couvrir à l'est. Il va pleuvoir. Je pense qu'il va pleuvoir dans 10 minutes parce que le vent est comme ça. Etc. Ça, c'est une inférence. Et ensuite, le terme heuristique, c'est une Ah. méthode de prise de décision la plus rapide possible et la moins précise possible. Heuristique, ça fait partie de ces mots, et j'en ai plein comme ça. Tu vas me le dire, je vais le Tu ne l'as savoir. pas imprimé? Le Ouais. lendemain, je le sais plus. Mais bon, après. Ouais, mais si je le redis la seconde fois, tu sauras ce à quoi je fais référence. Non, non, Non c'est plus? impressionnant. C'est D'accord. comme la mécanique. Tu peux Ouais. m'expliquer 20 000 fois où est le machin, je vais le savoir là, et puis le lendemain, je vais plus le savoir. Mais bon, continue, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, heuristique et inférence. Alors, en fait, le système 1, c'est un système de décision rapide et instantané, mais qui est très peu précise.
Et le système 2, c'est un système de décision où tu vas pondérer absolument tous les éléments. Donc, elle va être beaucoup plus lente. Par contre, elle sera beaucoup plus précise. Dans le marketing, les gens vont vraiment essayer de jouer sur le système 1 pour que la prise de décision de l'achat soit le plus instinctive possible. On crée un besoin immédiat, on fait acheter les gens. D'accord. Tandis que si on faisait appel au système rationnel, bah, la personne sera en train de faire ses comptes pour savoir si elle peut se permettre d'acheter tel ou tel item. Et ben globalement, ce que j'ai pu constater, c'est que mon système 1 à moi il n'existe quasiment pas, sauf en cas de danger immédiat, par exemple pour mes enfants. Et encore, je vais réagir de manière très froide et très posée, mais que mon système 2 est majoritaire. Néanmoins, ça nécessite beaucoup de ressources parce que je vais peut-être être un petit peu plus lente et encore, étant donné que je suis THQI, je pense que je suis beaucoup plus rapide que une grande majorité des gens. Mais et au final, c'est un système qui est très précis et qui peut être très déroutant pour la plupart des gens parce que on peut se retrouver à leur expliquer des mécanismes qu'ils ont utilisés eux-mêmes pour prendre des décisions alors qu'ils ne savent même pas. Oui, ça Donc doit c'est un être peu amusant compliqué. pour eux, ouais. C'est clair. C'est à double tranchant. Effectivement, c'est à double tranchant. Voilà, on peut te détester pour ça. Mais alors, comment est-ce que les gens te voient quand ils savent pas qu'en fait tu es TSA et tu es THQI? Ils ont l'habitude, enfin, est-ce que tu sais comment ils te considèrent? Comment est-ce qu'ils te voient? Je ne sais pas trop. D'accord. J'avoue que ça ne me préoccupe pas vraiment Ah, d'accord, ok. Ok. maintenant. Je suis arrivé à un stade où j'ai lâché le conformisme et je suis moi-même et ça passe pas, c'est pas grave. Par contre, ce qui va compter, c'est que la communication soit efficace en fait. Et que si on se réunit pour discuter projet ou professionnellement ou même on se connaît pas, généralement ce que je sais, c'est que j'attire l'empathie, j'attire la sympathie des gens. C'est cool. Plutôt cool. C'est mieux que l'inverse. Parce que je suis nature, en fait, je reste moi avec mes failles, mes vulnérabilités, et en même temps, je peux surprendre énormément les gens. Et ce qui est sûr, c'est que les gens ne savent pas vraiment comment se situer, en fait, vis-à-vis de moi. Ils sont un peu perdus. Et pour ceux qui acceptent de remettre en cause leur système, ou en tout cas de s'ouvrir à vraiment la différence, généralement, t'as un effet qui se coule, tu as un effet mon prénom. Ils appellent ça l'effet mon prénom. Ah, d'accord. Euh, et généralement, ça a tendance à leur changer un peu la vie, mais en positif, quoi. Ben, c'est super. Moi, j'ai envie de continuer par rapport à cette histoire de société, c'est-à-dire comment est-ce que la société, comme tu disais, voit le TSA. Est-ce que tu penses que justement, dans le milieu professionnel, il devrait y avoir tous ces aménagements, il devrait y avoir tout ce qu'on voit là. Enfin, moi, je suis dans une bulle, dans un réseau où on parle beaucoup de neurodiversité, de neuroatypisme, d'inclusion dans ces domaines-là. Est-ce que ce sont des domaines où vraiment il faudrait qu'il y ait de l'inclusion, ou alors tu penses que c'est vraiment au cas par cas, il ne devrait pas y avoir des politiques générales pour ça? J'avoue que j'ai pas d'avis tranché sur D'accord, la ok. question. Je Ok. saurais pas te dire. Ce que je sais, c'est que moi, je sais communiquer sur mes besoins, je sais communiquer sur mes limites et je sais dire, voilà, je sais verbaliser ce dont j'ai besoin, etc. Donc, des aménagements, bah, je les ai créés moi-même, Tu les as en fait, créés toi-même, oui, oui, oui. dans le sens où je suis arrivé à un stade dans la société où je suis libre Oui, de beaucoup de choses. Donc, ça, c'est pas un problème. Et parce que moi, je sais communiquer là-dessus. Par contre, je pense que pour beaucoup de personnes avec TSA, euh, elles ne savent pas forcément communiquer sur leurs besoins, sur leurs attentes, sur l'environnement qui leur est nécessaire. Et je pense qu'un accompagnement est nécessaire et en tout cas, dans tous les cas, je pense que ce qui ferait pas de mal à tout le monde, c'est une sensibilisation à ces profils-là. Si on sait que dans une entreprise donnée, on va accueillir une personne avec un TSA, il convient peut-être de former les collègues, de former la hiérarchie aux spécificités du TSA de manière générale, et pour qu'il ou elle adopte le bon positionnement et propose les bonnes choses. Et ensuite, que la personne qui ne sait pas forcément communiquer soit accompagnée professionnellement. Donc, il existe des boîtes en France oui, de oui, oui, consulting. Il y a oui, oui. aussi Consult où sont des psychologues qui accompagnent les personnes en entreprise et qui font un accompagnement, un suivi, qui font un travail de sensibilisation de la hiérarchie, de l'entreprise et qui font aussi le suivi de la personne. Et ce sont des psychologues, pas des coachs. D'accord. Et alors, dernière question. Tu disais que tes enfants sont HPI. Est-ce que tu penses qu'ils ont aussi un TSA? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est génétique, qui est. Alors, ils ont plus de chances de l'être, c'est sûr.
Et il s'avère que j'ai été convoquée il y a 2 mois par la maîtresse de mon fils qui m'a fait une liste et qu'il va passer par le circuit. Il est en train là. D'accord, Voilà. ok. En sachant que c'est un peu tard en fait compte tenu de son âge. Mais je pense que le fait qu'il soit justement HPI, il a permis de compenser jusqu'à un certain Ouais, stade. Et il s'avère que ma fille a aussi des traits. Mais pour d'accord. l'instant, elle n'aimait pas le souhait de faire le parcours diagnostic et elle sait qu'elle peut le faire dès qu'elle le demande. Mais dans tous les cas, je ne présume rien de ce qu'ils sont. Ouais, ouais. Je les accepte dans tous les cas tels qu'ils sont. Et je pense que c'est un peu biaisé parce que j'ai mis en place énormément de choses dans leur éducation, sur la lecture des émotions, sur le choix de Montessori, etc. Enfin, voilà, j'ai accompagné mes enfants de telle sorte qu'il est possible que j'ai biaisé, en fait. J'ai pu biaiser leur développement en leur procurant des stratégies qui pourraient avoir concouru à camoufler, en fait. C'est carrément un truc qui est revenu dans une discussion que j'ai eue avec Maëva Roulin, justement, quand on discutait des troubles du neurodéveloppement, pas du TSA, et qu'elle disait effectivement dans les manifestations du TDAH, par exemple, il y a aussi ça. Si on est dans un environnement familial et scolaire qui nous aide dans tous nos petits problèmes, effectivement, ben, au final, c'est à double tranchant parce que c'est bien, mais ça repousse le moment où d'un seul coup, on s'aperçoit que ça pourrait être impactant, puisque c'est un trouble à partir du moment où c'est impactant, mais même le TSA, c'est là où j'ai du mal, pour moi, à conceptualiser le truc, c'est que pour moi, le TSA, je le voyais tellement plus comme une pathologie, plus que le TDAH, que j'ai du mal à imaginer que le TSA aussi n'est qu'un trouble qu'à partir du moment où ça serait impactant, en fait. Elle est très bien, ta phrase. Ah bon? Tu la notes, c'est une punchline. Eh, Ok. t'as des sorties. J'aime bien tes sorties. Je t'avoue que je vais dans ce sens-là aussi. Après, je pense qu'il y a des personnes qui s'en sortent nettement moins bien que moi, que je suis un exemple complètement biaisé. Et ce que je dis souvent, c'est que je ne suis pas représentative de cette Hmm. communauté, enfin de la communauté. Je suis absolument pas représentative, donc je ne peux pas parler au nom d'eux. Je parlerai jamais au nom d'eux. Et dans tous les cas, si une personne autiste parle au nom de tous les autistes, c'est qu'il y a un problème dans le sens où c'est un spectre. Des difficultés sont communes pour certains aspects, mais elles sont très différentes au quotidien. Concernant l'éducation et les enfants, ça revient à cette question, c'est est-ce que tu aurais préféré savoir avant ou pas? Eh oui, ça, Quand tu as bien sûr. été dépisté et diagnostiqué à l'âge adulte, et au final, j'ai toujours pas répondu à cette question-là. J'ai eu une phase où je me disais, j'étais quand même très en colère, en me disant, mais bon sang, si j'avais eu l'accompagnement dont j'avais besoin, parce que j'avais demandé hein, à voir des psys, hein. J'avais demandé, ça m'avait été refusé. Donc, j'avais demandé de l'aide, j'avais besoin d'aide. Mais en l'état, maintenant que j'ai passé un petit peu cette phase-là, je ne sais toujours pas s'il aurait fallu que je sache ou pas, dans le sens où ce que je suis actuellement me convient. Donc, pourquoi avoir des regrets et pourquoi vouloir changer le passé? Par contre, pour mes enfants, la question se pose, en effet. Et j'ai pas de réponse. Et ce que je sais juste, c'est que je fais vraiment au mieux, qu'ils sont dans le meilleur établissement adapté pour eux, euh, euh, qui me coûte très cher, mais voilà. Enfin, je mets vraiment, et puis ils ont des suivis, voilà, donc ils sont vraiment accompagnés pour s'épanouir au mieux. Il est peut-être possible qu'ils décompensent à un moment donné parce qu'ils sont arrivés au bout de leur stratégie. Mais on sera là et dans tous les cas, le fait qu'on sache et qu'on soit attentif à ça va faire en sorte qu'on n'attendra pas le crash. Qu'au moindre petit signe préalable, on commencera à renforcer certaines choses. Donc, c'est difficile d'être tranché sur cette question-là. Voilà, je ne vous cache pas que c'était pour moi un témoignage émouvant et passionnant. Et donc je remercie évidemment intensément la personne anonyme de nous avoir permis ce voyage. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez faire les gestes qui aident pour ce média, vous le savez. La semaine prochaine, vous aurez le 3e volet de cette série sur le TSA et HPI, tout aussi passionnant et complètement différent, un nouveau témoignage d'une femme TSA ex-zèbre. Merci d'avoir regardé jusqu'à présent. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud.